Les amis, bonsoir. Alors, ce que je vous propose ce soir, c'est qu'on va faire un petit tour sur le monitoring et le profiling des applications Spring Boot. L'objectif ici est double. Donc, on va avoir une application Spring Boot qui expose un endpoint get personne et qui va faire simplement un select étoile en base et nous remonter une liste de personnes. Il y en a une dizaine en base. Premier objectif, on va exposer des métriques intéressantes qui vont nous permettre de suivre l'état de notre application. On va voir quelles sont ces métriques intéressantes. Ensuite, on va essayer de comprendre quelles sont les limites du monitoring et en quoi le profiling peut intervenir pour répondre à ces limites. Pour le monitoring, on va utiliser donc Micrometer Core. On va voir ce que Spring Actuator peut nous amener en termes de gestion de dépendance et d'autoconfiguration pour simplifier la mise en place du socle. Puis ensuite Prometheus, Grafana pour le graphing. Et pour le profiling, on va donc parler de Visual VM. Et s'il nous reste du temps, on va faire un petit peu le tour des autres outils que le JDK met à notre disposition. Et je suis tombé d'ailleurs sur une pépite, Artas. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu parler d'Artas, développé par Alibaba. Donc, lors de la préparation de cette session, je suis tombé sur cette pépite. Donc, si on a le temps, je vous la présenterai à la fin. Bon, vous connaissez tous maintenant. Donc, je ne vais pas me représenter. Pour le menu ce soir, on va d'abord commencer par un premier point sur la terminologie. On va définir ce que c'est que le monitoring, le profiling. Une première section qui va être très orientée monitoring. Donc, on va d'abord parler de Micrometer, son socle, l'architecture, comment Spring Actuator se marie avec Micrometer, parce que Spring Actuator est fondé sur Micrometer pour tout ce qui est monitoring. Et puis, on va comprendre les limites du monitoring. Et puis ensuite, on va utiliser Visual VM pour comprendre un petit peu plus le comportement dynamique de notre application. Qu'est-ce que c'est que le monitoring? Qu'est-ce que c'est que le profiling? Alors déjà, ces deux termes sont subjectifs et chaque personne peut avoir sa propre définition de ces termes. Un DevOps va avoir une définition DevOps de ces deux termes, tandis qu'un développeur va avoir, lui, une autre définition qui est très orientée développement. Mais grosso modo, le monitoring, c'est la supervision continue d'une application en utilisant des métriques exposées par cette application. Parmi les métriques qu'une application peut exposer, l'utilisation du CPU, l'utilisation de la mémoire, le nombre d'occurrences qu'un process a été déclenché. Donc tout ça va être utilisé par les systèmes de monitoring pour superviser justement l'état de notre application. Le profiling, lui, est plutôt orienté analyse en profondeur. Le profiling commence lorsque le monitoring s'arrête. C'est-à-dire que le monitoring va vous dire soit ça va, soit ça ne va pas, en vous affichant des graphes, en faisant de l'alerting. Mais lorsque ça ne va pas, il ne saura pas vous dire pourquoi ça ne va pas. Si vous avez par exemple une consommation excessive en mémoire, il ne saura pas vous dire quels sont les objets qui consomment le plus, où est-ce qu'ils ont été instanciés et où est-ce qu'ils sont référencés. Donc pour faire simple, le monitoring, il va nous dire attention, quelque chose ne va pas. Et le profiling, lui, va répondre à la question pourquoi ça ne va pas. Bien. Commençons par donc, le monitoring. Donc, parlons d'abord de Micrometer. Qu'est-ce que Micrometer? Micrometer est une librairie et une façade d'instrumentation. Micrometer est une librairie et une façade d'instrumentation. Une librairie, pourquoi? Parce qu'elle va mettre à notre disposition un certain nombre d'outils qui vont nous permettre d'exposer des métriques. Des timers, des compteurs, des jauges. Et c'est une façade. Pourquoi une façade? Parce qu'elle vient s'interposer entre l'application, notre application, et le système de monitoring. Comme ça, notre application va être découplée des détails d'implémentation du système de monitoring que l'on va utiliser. Et puis, ça va simplifier derrière donc la migration si jamais on y est amené. Donc, elle va faire abstraction du système de monitoring.
C'est-à-dire que peu importe le système de monitoring qu'on va utiliser pour monitorer notre application, lui, le code ne va pas changer. Donc, si je devais faire une comparaison, je dirais que Micrometer est une sorte de SLF4J, mais pour les métriques. SLF4J est pour le login, ce que Micrometer est pour les métriques et le monitoring. Micrometer contient 3 modules, un module core, qui lui va contenir les fonctions de base et les métriques, des modules d'implémentation. Pour chaque système de monitoring, on va voir sa propre implémentation, et puis un module de test pour ceux et celles qui souhaitent implémenter des tests unitaires et d'intégration. Bien. Chaque système de monitoring a au moins 4 caractéristiques, ou ces 4 caractéristiques, c'est les caractéristiques principales des systèmes de monitoring. Et l'utilité justement de Micrometer est due à ça. Chaque système de monitoring a une caractéristique de dimensionnalité. Donc chaque système peut être soit dimensionnel, soit hiérarchique. Comme Prometheus par exemple, Prometheus est un système dimensionnel, JMX lui il est hiérarchique. La dimensionnalité est due au quoi? Est due aux tags. Donc, les systèmes dimensionnels sont les systèmes qui sont compatibles avec les tags. Donc, les tags, c'est des sortes d'informations, c'est de la métadonnée qu'on va rajouter à nos métriques pour derrière les utiliser pour filtrer nos métriques. Et de toute façon, on va voir ça juste après. On a aussi la deuxième caractéristique qui est l'agrégation des taux. Certains systèmes de monitoring s'attendent à ce que l'agrégation des taux se fasse côté client, donc côté application, tandis que d'autres le font côté serveur. Prometheus le fait par exemple côté serveur, le JMX lui par exemple va le faire côté client. L'agrégation du taux, c'est si on utilise par exemple un compteur pour calculer le nombre de fréquences ou le nombre de fois qu'un endpoint est appelé. Donc, ce qui serait intéressant, c'est non pas le nombre de fois que cet endpoint est appelé, mais combien de fois cet endpoint est appelé par seconde, par exemple. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'agrégation de taux. Puis ensuite, troisième caractéristique, c'est la publication. Certains systèmes de monitoring s'attendent à ce qu'on leur fournisse la donnée, donc à ce qu'on fasse du push, tandis que d'autres, comme Prometheus par exemple, lui, il va scraper ou poler les métriques depuis un endpoint exposé par notre application. Et enfin, chaque système de monitoring a ses conventions de nommage. Et donc, si on s'amusait à coupler notre application avec un système de monitoring, eh ben, il serait compliqué de migrer d'un système à un autre. Donc, c'est pour ça qu'on utilise justement la façade Micrometer qui, elle, est neutre en termes de provider. Et donc, ça nous permet donc d'être plus flexible quant à la gestion de nos métriques. Bien. L'architecture de Micrometer. Alors, tout ce qui est en vert, c'est Micrometer. Donc, pour faire simple, nous avons notre application qui va produire des métriques, métriques Meter 1, Meter 2, Meter 3, qui vont être persistées dans un registre Micrometer. D'accord ? Et donc, à la fin, donc, on va utiliser l'implémentation qui est la plus adéquate avec nos besoins. Donc, si on souhaite publier nos métriques sur Prometheus, on va utiliser l'implémentation Prometheus. Sinon, si c'est sur du Datadog, on va utiliser l'implémentation Datadog. D'accord ? Mais qu'on utilise l'une ou l'autre, le code, lui, est découplé, il ne change pas. Micrometer met à notre disposition 5 metteurs. Un metteur, c'est une entité qui va produire des métriques. Premier metteur, c'est ce qu'on appelle un compteur. Le compteur va produire un compte. D'accord ? On va l'utiliser typiquement pour calculer le nombre d'occurrences qu'un process est appelé. La jauge, alors le compteur, c'est une fonction qui est monotone et croissante. Il ne peut jamais décroître. D'accord ? La jauge, elle peut décroître ou croître. La jauge, on va plus, par exemple, utiliser un jauge pour monitorer la taille d'une liste ou d'un cache, qui peut soit se réduire dans le temps ou croître. Le timer, on va l'utiliser, lui, il expose 2 métriques. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un metteur qu'on va exposer une métrique. Un metteur expose au moins une métrique. Le timer, lui, va exposer 2 métriques, donc le count, comme le compteur, et le total time. Donc le timer, on va l'utiliser plus si on veut calculer le temps d'exécution d'un endpoint, par exemple. La distribution summary. Alors, le timer est un cas spécifique de la distribution summary.
parce que lui, il calcule le temps. Donc le timer est une distribution summary du temps. Si on avait besoin, par exemple, de calculer autre chose que le temps, par exemple, on expose un endpoint qui prend en entrée des payloads, et au lieu de calculer le temps d'exécution de l'endpoint, on souhaite calculer la moyenne, par exemple, des payloads qu'on reçoit. Et bien là, par exemple, on va plus utiliser le distribution summary. Si c'est le temps qu'on souhaite mesurer, c'est avec le timer. Et puis enfin, le long task timer, qui, contrairement au timer, lui va produire des métriques à fur et à mesure que le process s'exécute. Le timer, lui, ne produit des métriques qu'à la fin de l'exécution de la fonction. Donc il va produire l'active count, c'est-à-dire le nombre total de process qui sont en cours, le total time et le max time. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est que le long task timer, contrairement au timer, ne peut monitorer que les tâches en cours. Une fois qu'une tâche est finie, elle n'est plus monitorée. Bon, assez parlé. Petite démo. Pour la démo, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une application, contrôleur, service repository, donc on va exposer un endpoint personne, d'accord, qui à la fin de la chaîne va faire un select étoile de la base et puis nous remonter 10 personnes qui sont en base. L'objectif donc de cet exercice, ça va être de créer un dashboard de monitoring sur cette application, d'accord, où on va monitorer le nombre total de requêtes sur cet endpoint, le débit, c'est-à-dire le nombre de requêtes par seconde, la latence moyenne, c'est-à-dire le nombre de millisecondes par requête, et puis on va exposer quelques métriques de la JVM, à savoir les plus importantes, l'utilisation de la mémoire et le CPU. Pour stocker nos métriques, on va utiliser donc Prometheus et donc Grafana pour le graphing. Avant de commencer la démo, je l'ai fait au moins 20 fois chez moi. Ah, si ça ne marche pas, je pète un câble. Alors j'ai au moins supprimé, relancé des conteneurs au moins 50 fois et on croise les doigts pour que ça marche. Donc là, je lance mon Postgre. Bon, l'application est simple. Donc on a notre contrôleur. Alors, tout d'abord, je ne vais pas parler de ça. Donc mon contrôleur qui lui va faire un get all person, d'accord. Le get all person va appeler la méthode find all du repo et donc on va mapper donc nos personnes en des personnes DTO pour découpler le domaine et le DTO. Et pas là, Julien. Et donc on va retourner une réponse, d'accord. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est cet endpoint là. Donc il est simple. Et c'est cet endpoint-là qu'on va essayer donc de monitorer. Bien, alors déjà, lançons l'application, vérifions qu'elle marche bien. Meetup application, boum. Au moins, elle démarre. Je fais mon send, donc là, je récupère bien mes informations. Donc là, j'ai bien 10 utilisateurs. Et donc là, notre endpoint met à peu près 16 millisecondes à répondre. Bien. Pour le reste, ce qu'il faut savoir, c'est que pour inclure Micrometer ou pour utiliser Micrometer, on va utiliser deux dépendances. La dépendance Micrometer, d'accord, et la dépendance vers Prometheus. Très important. Et ce qui est encore plus important, c'est les versions. Très attention, la gestion de dépendance se fait manuellement si on n'utilise pas Spring Actuator. D'accord ? Donc, nous avons nos deux dépendances. Sur notre configuration, donc, on va créer un bin qui n'est autre qu'un Prometheus Meter Registry. On le retourne. Donc, si jamais demain on souhaite partir sur du JMX ou sur du Graphite, il suffit simplement de modifier donc Prometheus par le système ou le registry souhaité. Ensuite, donc, ce Meter Registry, je l'injecte ici, d'accord ? Oui. Donc, je disais, donc nous avons un get mapping sur le path personne.
on fait un select étoile from la base et puis on remonte les DTO. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de monitorer cet endpoint. Donc première chose, à votre avis, quel metteur serait le plus adéquat si on souhaite mesurer le nombre d'occurrences et le temps exécuté par cet endpoint? Le timer, exactement. Donc pour cela, alors il y a plusieurs manières de faire. La plus simple, c'est de prendre un timer simple, d'accord, faire un start, et puis à la fin, faire un simple.stop, prendre le registry, voilà, le metteur registry, et puis faire un timer. Et donc là, notre timer, on va l'appeler request.person, et puis on va lui donner 2 tags. Rappelez-vous la dimensionnalité, donc ces tags, on peut les utiliser pour filtrer nos requêtes. Donc on va l'appeler app, par exemple, on va faire environnement, et on est en local. Donc on peut rajouter n'importe quel nombre de tags qu'on souhaite. Bien, ce qui est aussi important, et j'ai oublié de le mentionner, donc j'ai exposé également un endpoint pour Prometheus. Donc Prometheus a une caractéristique de poll, donc c'est lui qui va scraper l'application pour récupérer les métriques. Et donc pour exposer les métriques, donc on appelle la méthode scrap du metteur Prometheus. Donc avec ça, normalement, on doit pouvoir récupérer des métriques. Donc je relance mon application. Si tout se passe bien, elle est démarrée. Donc là, si je fais appel à personne, donc j'ai bien l'endpoint qui répond. Et si je vais sur mon localhost 80 Prometheus, donc là, je viens récupérer donc mes métriques. Et donc là, vous voyez bien que j'ai 3 métriques. J'ai le compte. C'est bien? Parfait. Donc là, j'ai le compte qui, lui, est à 1. L'environnement local qui, lui, est notre tag. Et puis, j'ai deux autres métriques. Donc, j'ai le max et j'ai le SAM. Le SAM, c'est la somme totale des appels, la somme totale du temps des appels. Et puis, le max, c'est le maximum, c'est la valeur maximale de temps d'appel. Donc, si je resend, je rafraîchis. Donc là, j'ai 2 appels pour au total 0,17 secondes, je pense. C'est en secondes. Et c'est dit ici, ouais, c'est en secondes. Donc, maintenant qu'on a exposé nos métriques, maintenant il va falloir les exploiter. Donc pour cela, j'ai un beau Docker Compose ici. Et donc là, j'ai mon Prometheus, d'accord, qui va utiliser lui un fichier de configuration qui est ici, donc à qui je demande de scraper toutes les 1 seconde cet endpoint pour récupérer les métriques. Donc, si je lance Prometheus, ça devrait marcher, et que je me connecte sur le localhost, cette fois 8081, je peux voir qu'il tourne bien et que mon target, il est bien en vert. Donc j'arrive bien à scraper les métriques. Maintenant, alors, nous avons un onglet query où je peux, par exemple, récupérer mes métriques, mais ce n'est pas fait pour ça. Prometheus est plus fait pour stocker les métriques et non pas pour les exposer. Pour les exposer et pour les exploiter, on va plus utiliser donc, Grafana, le connecter à Prometheus et récupérer les informations qui nous intéressent. Bien. Donc, ça c'est fait. Donc, le Grafana, lui, il va tourner sur le port 3000. Voilà, et donc là, si je viens dans mes data sources, je vois que j'ai déjà mon Prometheus qui tourne sur le port 90-90. Et si je fais un test, je vois qu'on arrive bien à taper dessus. Donc tout va bien. Maintenant, tout ce qu'il nous reste, c'est de créer un nouveau dashboard. Donc vous voyez bien que j'ai préparé en amont la session. Allez, on supprime. Donc, je crée un nouveau dashboard. Je rajoute une visualisation. Donc, je me connecte sur Prometheus. Et donc, ce qui va nous intéresser, donc on est au début, rappelez-vous, donc on a dit quoi? Le nombre total d'appels, le débit, donc les requêtes par seconde, et la latence moyenne, c'est-à-dire combien de millisecondes dure chaque requête. Commençons par la première. Donc, je viens ici. La première, ça va être évidemment le compte.
Et donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, Prometheus est compatible avec les tags. Donc là, je peux venir récupérer donc, les tags que j'ai définis sur ma métrique, sur mes métriques pour filtrer. Donc je peux mettre ça comme ça. Ensuite, ça, je peux l'appeler par exemple, je ne sais pas, request count. Voilà, donc déjà j'ai 2. Donc là, je vais mettre 5 minutes pour avoir un truc plus réactif. Donc j'applique et je lui dis, tiens, écoute, je veux que tu te rafraîchis toutes les 1 seconde. Bien, et là, je vais juste mettre la valeur maximale à 80 000 pour ne pas se faire embêter par les couleurs. Bien. Donc, là, j'ai mon nombre total de requêtes. Donc là, j'en ai 2. Normalement, je vais juste mettre ça à Settings, à 1 seconde. Comme ça, c'est réactif. Voilà, Save Dashboard. Save. Boum. Et là, normalement, il va se rafraîchir. Le dashboard va se rafraîchir toutes les secondes. Donc là, si je reviens sur mon endpoint, je send. On est à 3. C'est bon signe. 4. Donc, on est bien. Maintenant, il nous reste l'exposition de 2 autres métriques. Le débit et la latence moyenne. Donc, pour les débits, ça, c'est simple. Donc, on va récupérer donc, notre métrique count, mais cette fois, on va lui appliquer une fonction d'agrégation, d'accord, sur une fenêtre d'intervalle d'1 minute. D'accord? Et ça va nous donner le nombre de requêtes par seconde sur une fenêtre d'observabilité d'1 minute. D'accord? Donc là, je mets pareil 1 seconde. Je save le dashboard. Alors, avant de save le dashboard, on va l'appeler débit, ou bien on va l'appeler request per second. Voilà. On revient. Je le mets juste à côté. Et donc là, normalement, voilà, je suis là au moment où je vous parle. Donc, on est à peu près sur une fenêtre. Donc, on est à 0,01 requêtes par seconde. J'ai mon JMeter qui, lui, va simuler un test de charge sur mon endpoint. Et là, qu'est-ce qu'on peut lui dire? On peut lui dire que je veux 60 requêtes et entre chaque requête, mais 1 milliseconde, par exemple. Et donc là, si je balance mon test de stress, donc là, je vois que je suis tout de suite monté à 64. Donc, j'ai bien les 60 requêtes faites. Et donc là, je passe effectivement à 1,02, ce qui veut dire une requête par seconde, ce qui est logique parce qu'on a fait 60 requêtes sur une fenêtre d'1 minute. Si je relance mon test de charge, je passe à 120, 124. Et puis ensuite, j'ai passé à un débit de 2 requêtes par seconde sur une fenêtre d'1 minute. D'accord? Et donc finalement, ce qui nous reste à exposer, ça va être la latence moyenne. La latence moyenne, cette fois on va utiliser le code parce qu'on va avoir besoin de deux métriques. Première métrique, donc le rate. Cette fois, on va utiliser la somme totale du temps qu'a pris la requête. Encore une fois, sur une fenêtre d'1 minute, qu'on va diviser par la moyenne des requêtes, donc un sum, voilà, pas sum, mais count, voilà, également sur 1 minute, et fois 1000, parce qu'on est en millisecondes, parce qu'on est en nanosecondes, et on le veut en millisecondes. Donc ça, je peux l'appeler latence, ou plutôt millisecondes per request. Le save, alors j'ai juste query option, je save, voilà, je reviens sur mon dashboard et là tout de suite j'ai les 3 informations les plus critiques sur mon endpoint, à savoir le nombre total, le débit et la latence. Donc là on est à peu près à 7 millisecondes par requête, ce qui est normal. Donc si je relance mon application, parce que même sur Postman, on a à peu près... alors Postman, c'est un petit peu foireux parce que les 14 millisecondes prennent en charge, enfin considèrent le temps que met Postman pour construire la requête et le temps d'exploiter et de parser la réponse. Donc ça, c'est un petit peu, c'est plus ou moins 5 millisecondes. La vraie valeur est là. Croyez-moi sur parole.
Donc là, on est à peu près à 5 millisecondes. Donc, ce qui est un temps de réponse qui est relativement normal. Donc, pour 185 requêtes, donc là, et on est à peu près à une requête par seconde. Bien. Maintenant, ce qu'on va essayer d'exposer, deux métriques. La consommation de la mémoire, la consommation du CPU, ou l'utilisation du CPU. Pour cela, Micrometer nous met à notre disposition ce qu'on appelle des meter binders. C'est des métriques préconstruits et prêts à l'emploi, qu'on peut retrouver, et c'est très bien fait moi je trouve, qu'on peut retrouver ici, d'accord? On peut retrouver des metteurs prêts à l'emploi pour les bases de données, pour les caches, pour du Kafka, pour ceux qui font de l'événementiel et du Kafka. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est la JVM. Et les deux métriques qui vont nous intéresser, c'est les métriques sur la mémoire et les métriques sur l'utilisation du processeur. Donc, pour les rajouter, rien de plus simple, on prend la ligne, on va sur notre couche de configuration, boum, on le rajoute. Aussi simple que ça. Pareil, pour le processeur, boum, c'est fait. Merci, au revoir. Voilà, donc je relance mon application. Et normalement, should be good. Voilà, l'application démarre. Donc là, on va essayer de voir sur Grafana si j'arrive bien à récupérer donc, ces métriques. Si je fais un edit. Alors là, si on n'a plus de données sur les graphes, c'est normal parce qu'on a pris une fenêtre d'1 minute. Et donc, au bout d'1 minute, tout se remet à zéro. Donc, si vous voulez des métriques encore plus... Là, c'est juste pour la démo, pour que ça soit réactif, mais généralement, on prend des temps des fenêtres beaucoup plus larges. Pour la visualisation, donc on rajoute, et là, on va rajouter notre utilisation de mémoire. Donc là, si je viens ici, Metric Explorer, si je fais Memory, je peux voir que j'ai un tas de métriques qui sont mis à ma disposition, mais celle qui va nous intéresser, c'est la JVM Memory Used. Donc, c'est la mémoire utilisée. Et là encore, rappelez-vous, les tags. Là, j'ai un tag qui m'intéresse particulièrement, c'est le tag Area, qui va me permettre de filtrer entre la mémoire HEAP et la non-HEAP. La HEAP, les dense space, les survivors, la whole gen, et le non-HEAP, tout ce qui est JIT compiler, Metaspace, et j'en passe. Je pense sur la non-HEAP, il doit y avoir le code cache. Oui, le compressed, ça c'est le Metaspace. Ouais, le Metaspace, c'est le code cache. Bien. Donc, ce qui va nous intéresser, donc, nous, c'est la HEAP. Donc là, on voit tout de suite. Donc là, je peux voir, par exemple, je peux mettre Memory Usage, Save to Dashboard, Save, boom, c'est fait. Merci, au revoir. Donc, je récupère ça, je le mets en bas. Et donc là, je vois tout de suite. Donc là, j'ai bien trois. J'ai juste modifier un truc pour avoir une réactivité plus parlante. Donc, je vais le rafraîchir toutes les secondes. Voilà, ça c'est mieux. Et donc ensuite, donc là, j'ai les trois métriques donc sur la whole gen, l'hidden space et le survivor. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Rajouter. Là, si vous avez bien remarqué, donc là, j'ai plus de données. Donc, j'ai relancé mon application. Si on relance l'application, tous les metteurs se mettent à zéro. Donc, c'est pour ça que j'ai nos data ici. Mais il suffit juste de faire une petite requête voilà, pour relancer la machine. Ça, c'est quoi ça? Ouais, c'est vrai, c'est pour le CPU, on ne l'a pas utilisé. Bon, on le refait. Donc, et là, donc, ce qu'il nous reste à faire, donc, ça va être le CPU, l'utilisation de la mémoire et l'utilisation du CPU. Donc, normalement, avec ça, en production, on doit être bien. C'est le strict minimum en termes de dashboard et de tableau de bord pour ne pas se prendre un poteau en plein autoroute. Voilà. Bien. Maintenant, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Dis-moi. Une question. Tu as des métriques aussi par rapport à tout ce qui est varié, genre le nombre de connexions actives, le nombre de connexions... Sur la base de données? Ouais. Tu as tout à fait ces informations et tu les as, je pense, sur Database. Et là, tu dois avoir des meter binders sur du Postgre. Tu peux avoir des meter binders tu as des meter binders sur du MongoDB si jamais tu utilises MongoDB. Et puis, de toute façon, on va le voir juste après, l'utilisation d'Actuator nous expose
grâce à l'autoconfiguration et le scan des dépendances, va nous exposer toutes les métriques dont on va avoir besoin, notamment la base de données et les connexions actives, le pool, sur Ikari aussi, et sur Tomcat, parce qu'on utilise un conteneur de servlets embarqué. Tout ça, c'est fait par défaut par Spring Actuator, mais tu veux évidemment choisir les meter binders qui te semblent le plus adéquats et les utiliser. D'autres questions? Dis-moi. Là, le quoi? Alors, c'est sauvegardé. Alors, Prometheus, c'est une base de données, de métriques. Donc, quand il va faire du scrapping, de microméters, c'est du cache, c'est une mémoire in memory. Alors, normalement, ça doit être persisté par le système de monitoring. Ce n'est pas persisté par l'application. C'est-à-dire que là, on l'a vu sur le compteur. Si je redémarre mon application, je perds le compteur. D'accord? Donc, Micrometer utilise une in-memory cache pour stocker les métriques et les exposer à Prometheus, mais c'est Prometheus qui, lui, a la responsabilité de les persister. C'est clair? Et du coup, pourquoi Prometheus n'a pas persisté ces informations entre le start des applications? Parce que l'application ne démarre pas et il scrape, il ne reçoit rien, donc il n'y a pas d'information. Normalement, il devrait les persister le premier start et le computer. Oui, ils le sont déjà. Là, si je prends par exemple un last 1 hour, donc là, je pourrais retrouver, là par exemple ici, tu vois, on a dû démarrer l'application, là ici, je ne vais pas faire last hour, last 30 minutes. Voilà, tu vois, là par exemple, j'ai pas d'information. Tu vois, et là, c'est la période pendant laquelle on n'a pas de... Bien. Maintenant qu'on a fait ça, on peut parler de Spring Actuator. Et donc justement, parce que c'était fait exprès, parce que Spring Actuator finalement n'est là que pour simplifier la mise en place de Micrometer, ça va être rapide. Micrometer, alors Spring Actuator va utiliser intrinsèquement Micrometer, d'accord? Et il va fournir des fonctionnalités, il va les exposer via JMX et HTTP. Donc parmi ces fonctionnalités, on pourra retrouver des informations sur l'environnement, sur l'état de l'application et sur Flyway. Et donc Prometheus également parce qu'on utilise Prometheus. Et donc principalement Spring Actuator, ce qu'il va faire, deux choses principales, la gestion de dépendance et l'autoconfiguration. C'est exactement ce que Spring Boot fait de manière générale. Et puis, l'utilisation d'annotations, et ça, on va voir à quoi ça nous sert pour simplifier le code. Donc, pour utiliser Spring Actuator, j'ai mes notes. Donc, j'aurai besoin de cette dépendance. C'est le starter d'Actuator. Donc, je n'ai plus besoin de Micrometer Core. Je mets le starter Actuator et je n'ai plus besoin de spécifier la version parce que Actuator gère les dépendances pour moi. Donc, il suffit simplement de mettre la dépendance et lui derrière, Actuator va faire le taf. Ensuite, l'autoconfiguration. Qui dit autoconfiguration dit plus de configuration manuelle. Donc, ce que Spring Actuator va faire, c'est qu'il va scanner le class path, les dépendances du class path, et il va récupérer toutes les implémentations de Micrometer, les rajouter dans un meter, ce qu'on appelle le meter composite, pour les publier derrière dans les systèmes de monitoring. Et puis finalement, on n'a plus besoin d'exposer l'endpoint parce que Actuator le fait pour nous. Rappelez-vous, on a parlé également d'annotation, donc j'ai plus besoin d'utiliser ça, ni ça. Je peux directement retourner ma liste, d'accord, de personnes, et je vais utiliser donc les annotations parce que le time c'est une annotation Micrometer, mais qui est mis à disposition du framework pour qu'il en fasse quelque chose. Donc là, je mets ma valeur. Donc là, comme tout à l'heure, donc on a dit request.person et on avait mis des external request.person, external tags. On avait mis quoi? On avait mis env, je pense. Env local, c'est ça. Voilà. Et donc là, j'aurais exactement produit exactement ce qu'on a fait tout à l'heure.
juste une seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est le fichier properties. Donc, par définition, Actuator n'expose pas les endpoints. Il faut le faire manuellement. Donc là, je lui demande de nous exposer donc, le health et Prometheus. Et pour activer les annotations, on utilise le enabled. Je mets à jour mon classe path. Et autre chose, voilà, sur le Prometheus.yaml, donc Actuator expose le fichier pour Prometheus, non pas sur /Prometheus, mais sur /Actuator/Prometheus. Et donc là, si je fais ça, ça veut dire que je vais devoir relancer mon Prometheus. Et si je reviens ici, voilà, si je relance mon application, normalement, ça devrait marcher. Je dis bien normalement, parce que ce matin, ça n'a pas marché. Il y a eu des problèmes de classe path. Sur quelle version de Spring 3, je pense que c'est la 3.4, je pense. 3.4.0. Completed. Ça, je suis content qu'on joue à ça. Donc, là, si on revient sur notre application, si j'essaie de taper sur l'endpoint Prometheus, on ne le trouve pas. Par contre, si je tape sur Actuator, donc Actuator, là, me dit quels sont les endpoints qui sont exposés. Donc là, on a le health et le Prometheus. Et c'est exactement ce qu'on a fait dans la configuration. Donc pour récupérer Prometheus, on fait simplement /Prometheus. Et donc là, on a non seulement les configurations utilisateurs, mais on a d'autres configurations, y compris celle dont tu as parlé tout à l'heure. Je pense que c'était data source, tu dois voir, tu vois, voilà, JDBC Connection Max, et tu as des informations sur les connexions JDBC. D'accord? Bien, donc si je reviens sur mon dashboard, évidemment, ça devra marcher aussi. Voilà, il faut à chaque fois... ouais. Pas fait exprès, tu gères. Voilà, et donc là, si je relance mon test de stress, et, donc normalement, ça devrait bien se marier et je dois pouvoir voir mes... Alors, je ne vais pas faire trace 30 minutes parce que là, ça va nous afficher et les valeurs qu'on avait avant et les valeurs qu'on a aujourd'hui, enfin, qu'on a maintenant, même si ce n'est pas continu. Donc là, je vais faire last 5 minutes ou même last 1 minute. Ouais, il faudra comprendre pourquoi on a là-bas, mais on a exactement donc les mêmes informations donc, et sur l'utilisation du CPU et sur l'utilisation de la mémoire, la latence et le débit moyen. Et donc comme ça, on aura terminé avec le monitoring. Est-ce que jusque-là, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Dis-moi. Une petite question sur le graphe de mémoire qui monte. Oui. C'est parce que c'est une somme de la série ou c'est parce qu'il y a un flux? Alors ça c'est la heap. Ça, ce qui est en vert, ça doit être le hidden. Ce qui est en bleu, c'est le survivor. Ce qui est en jaune, c'est la old gen. Là, ce qui s'est passé dans le petit, ce qu'on voit ici, c'est le minor garbage collector qui est passé et qui a libéré l'hidden. La old generation, elle reste stable parce que tous les objets qu'on a collectés du hidden ne sont plus référencés et donc ils ne passent plus sur la old gen. D'accord? Mais tout ça, c'est la heap. Donc, qui est divisée en old gen et young gen et old gen. Et la young gen est divisée en hidden et en survivor. En 2 survivors généralement pour le parallèle GC, mais pour le G1, c'est un seul, parce que c'est un évacuateur. Ça répond à ta question? Du coup, le survivor, il est à combien? Il doit être pas trop loin du 0, peut-être. Là, on est en bytes. Epsilon, 0 plus epsilon à peu près. D'accord. Bien. Dis-moi. Et il y a possibilité d'ajouter des alertes, par exemple. Bien sûr, bien sûr. Et justement, c'est fait pour ça. Donc, l'objectif, c'est de mettre en place des seuils, des thresholds, et d'alerter justement l'équipe opérationnelle ou l'équipe de dev si jamais un threshold se fait dépasser. Oui. Si ma mémoire est bonne, il y a aussi la possibilité de récupérer l'outil par défaut du serveur. Et du coup, on n'aura plus besoin d'implémenter ça manuellement. C'est-à-dire? C'est un Tomcat qui tourne derrière. Oui. On a des métriques par défaut de Tomcat. Tout à fait, oui. Et on peut utiliser du coup l'attaque pour pouvoir récupérer juste
Exactement, exactement, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est une bonne question parce que là, si j'essaie de rajouter une nouvelle métrique, je peux voir que j'ai beaucoup plus de métriques que ce que j'avais tout à l'heure grâce à Actuator. Donc là, si je cherche Tomcat, par exemple, j'ai les métriques sur les sessions actives, sur les expirés, sur les rejetés, etc., etc. Bien. Le besoin change. Et on ne fait plus appel à get all person, mais on va faire appel cette fois à get heavy all person. Le besoin fonctionnel, lui, demeure le même. Dans la mesure où l'endpoint est exposé, on fait un select en base, on remonte exactement la même information. C'est juste que cette fois, ce n'est pas fait de la même manière. Si je relance mon application, et vous allez voir, parce que là, ça fait une bonne transition. Qui a posé la question? Oui, ça fait une bonne transition, et là, tu vas voir que ça a bougé en termes de mémoire. Donc, là, mon application tourne. Trop content, on a poussé le machin en prod. Je tape sur l'endpoint. Voilà. Alors, un endpoint qui, initialement, mettait à peu près 7 millisecondes pour répondre. Là, maintenant, il met à peu près 5 secondes à répondre. Si j'essaye de voir mon Grafana pour des informations, bah, à part, tu vois, même là, on a... Si je le mets là... Ouais, voilà. Donc, là, déjà, si j'essaie de regarder Grafana, donc là, déjà, je vois qu'en termes de mémoire, ça a bougé énormément. Et lorsque le hidden se libère et que la whole generation, elle, se remplit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les objets qu'on a essayé de collecter sont toujours référencés, on n'a plus d'espace dans la Young, et on les passe directement dans la whole gen. Donc, ça veut dire que j'ai des objets, d'accord, qui sont créés, qui sont toujours référencés, qui ne sont pas collectés par le garbage collector. D'accord? En termes de latence, donc on est passé de 7 millisecondes à peu près 4 secondes. Et donc, c'est tout ce qu'on peut récolter comme information sur les systèmes de monitoring. Il n'est pas capable de nous dire qui a référencé quoi, qui a créé quoi et d'où vient cette latence. Objectif? On va essayer de comprendre ce qui s'est passé. 3 questions. Qui consomme les 5 secondes? Où passent les 5 secondes? Pourquoi on est passé à 5 secondes? Qui crée ces objets? Parce que je vois qu'il y a des objets qui sont créés dans ma heap. Et puis, 3e question à laquelle on va essayer de répondre, où sont référencées nos instances pour que le garbage collector n'ait pas en capacité de les collecter? Donc, 3 questions. Vous allez me dire quoi? Il suffit de lire le code et puis on devinera et puis c'est facile. Allons-y. Le get heavy all persons, il fait appel à quoi? Au service 1, à la méthode 1 du service 1. La méthode 1 du service 1 fait appel à la méthode 2 du service 1, la méthode 1 du service 2, la méthode 2 du service 3 et la méthode 3 du service 3. Si j'essaye de regarder la méthode 2 du service 1, elle fait appel à la méthode 3 du service 2 et la méthode 1 du service 3. Si j'essaie de regarder la méthode 3, elle fait appel à la méthode 21 du service 2 et la méthode 1 du service 3. Et là encore, j'étais gentil, je n'ai pas mis de if, je n'ai pas mis de switch, je n'ai pas mis de boucle. C'est plutôt lisible. Si on part comme ça, on est mal barré. D'accord? Là encore, c'est dans des vraies applications monolithes legacy, je pense qu'on serait tous d'accord, essayer de lire le code pour comprendre le comportement n'est pas toujours une bonne idée. D'où l'importance du profiling. Bien. Donc, l'outil qu'on va utiliser de profiling pour essayer de comprendre le comportement de cette application s'appelle VisualVM. VisualVM est un projet open source qui faisait partie du JDK jusqu'au JDK 8. Il a été retiré, d'accord, du JDK 8, mais il reste open source et gratuitement téléchargeable depuis leur site. Donc, je viens ici, CMD. Qui a déjà entendu parler de VisualVM? Qui l'a déjà utilisé? Bien. Donc, vous n'allez pas être dépaysé normalement. Je lance VisualVM. Donc là, tout de suite, j'ai toutes les JVM qui tournent sur mon application, sur ma machine. Donc Apache JMeter, donc le JMeter, c'est ce qu'on utilise pour stresser notre application. Le Meetup application, c'est notre... Il me reste combien de temps? Ok. 5-10 minutes, ok. Donc, ça va être short.
Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est notre application Meetup application. D'accord? Donc si j'ouvre mon application, donc là j'ai pas mal d'onglets. Donc j'ai l'onglet Overview qui lui expose un certain nombre d'informations à la fois sur les arguments de la JVM, sur le PID, sur le JDK qu'on utilise. Donc là, on voit qu'on est sur du JDK, on est sur une implémentation hotspot de la JVM. Donc on est sur du mixed mode, ça veut dire que le JIT compiler, lui, le mode interprété et le mode compilé sont tous les deux activés. Et donc là, le home du JDK. Donc il y a un onglet monitor donc, qui va venir nous exposer un certain nombre d'informations sur la heap, le metaspace, le CPU, les classes, les threads. Un onglet thread, d'accord, qui va nous exposer tous les threads qui tombent sur notre application. Donc là, on vient retrouver par exemple les 2 threads Catalina. Et là, donc, on comprend tout de suite qu'on est sur l'implémentation Tomcat de la spécification des servlets. Les différents threads de Tomcat également. Et par contre, les onglets qui vont nous intéresser, ça va être l'onglet Sampler et l'onglet Profiler. Vous allez voir. Ils font la même chose, mais pas de la même manière. Donc, il y a déjà, en termes d'interface, il y a une similitude, dans la mesure où on a du CPU de la mémoire dans le sampler, du CPU de la mémoire dans le profiler. On a du JDBC et des logs, mais nous, ce qui va nous intéresser pour le moment, ça va être le CPU et la mémoire. La différence entre les deux, très important. Le sampler, il a une approche de snapshot. Donc, il va créer des snapshots à une fréquence donnée. Là, en l'occurrence, ça va être, si je ne dis pas de bêtises, 100 millisecondes. Donc on peut jouer sur cette fréquence. Alors on va mettre 50 millisecondes. D'accord? Donc il va faire des snapshots de la stack, d'accord? Et des snapshots de la mémoire et nous remonter les informations. Tandis que le profiler, lui, il va carrément instrumenter l'application, injecter du bytecode pour avoir ces informations. Donc il y en a un qui va privilégier la performance à la précision. Donc on va voir sur le sampler, ce qui va se passer, c'est que si par exemple je mets une fréquence d'une seconde par exemple, et si j'ai une méthode qui s'exécute dans un laps de temps inférieur à une seconde, je ne vais pas la voir ici. Elle sera exécutée avant même que le sampler aurait fait ses snapshots. D'accord? Mais par contre, il n'instrumente pas l'application, donc en termes de performance, je ne perds pas grand-chose. Le profiler, lui, il va plus privilégier la précision à la performance. Donc, essayons de comprendre ce qui s'est passé. Donc, ce que je vais faire ici, alors j'ai déjà filtré, je vais dire, alors je ne veux pas que tu me filtres org.springframework.étoile parce que avec l'AOP et puis avec la gestion des bits, je vais me retrouver avec une stack qui est énorme. Moi, je veux juste, je peux faire, je pense ça même. Si je fais comme .spring.meetup.étoile. Alors, si je crée un sampler, si je fais appel donc à ma méthode, je vois tout de suite que c'est le thread 8 qui a récupéré la requête. Si j'ouvre l'arbre des appels, je peux voir que à un moment donné, on va faire appel à la couche controller getAllPerson, qui va faire appel à HeavyPerson, qui lui va faire appel à la méthode 1 du service 1. Mais ce qui va nous intéresser, nous, on voit ici que ce qui prend 94% du temps, c'est la méthode 1 du service 2. Si je l'ouvre, je vois que j'ai un thread.slip sur la méthode 1 du service 2. Et c'est de là d'où vient nos 5 secondes. Si je vais sur le service 2, normalement, méthode 1, donc j'ai bien un thread.slip de 5 secondes. Ensuite, donc, j'ai le temps qu'a pris les autres méthodes. Donc là, par exemple, sur la méthode 2, on a la méthode 2 du service 1 qui a appelé la méthode 1 du service 3, qui a appelé la méthode 3 du service machin, qui a appelé la méthode 1 de machin. Et puis ensuite, on a finalement la méthode 3 du service 3 qui, elle, a fait le find all qui va taper en base. Même chose. Pour la mémoire, j'ai la mémoire settings. Je peux donc simpler la mémoire et là, je vois tout de suite que j'ai un demi-object. J'ai 2 millions d'instances de mon demi-object, quelque part, instancié par quelqu'un. Mais c'est cet objet-là qui consomme le plus de mémoire. Donc là, on est à peu près à 61%. Donc, s'il faut regarder un objet, c'est celui-là qu'il va falloir regarder. Donc là, j'ai à peu près une idée de ce qui ne va pas. Je sais que c'est un demi-object qui est créé quelque part. Mais je n'ai pas cette information sur le sampler. Je vais devoir utiliser le profiler pour voir qui a créé ou à quel moment il a été créé. Donc pour cela,
pareil, je peux venir ici sur la memory settings, je peux définir donc ma classe, je veux chercher tous les classes com.meetup, c'était spring.meetup, pardon, comme spring.meetup.étoile. Je profile donc ma mémoire. Donc là tout de suite, je peux voir dans les logs que l'agent a été dynamiquement monté sur l'application. Et si je refais donc mon get sur personne, donc là déjà je vois que ça va prendre légèrement un petit peu plus de temps que le sampler parce que là le code est instrumenté, d'accord. Et donc là, je peux voir tout de suite que j'ai déjà, alors que cet appel, alors là déjà je vois que mes objets être créés ici, et donc là ma requête a pris 16 secondes à s'exécuter, donc c'est une pratique à éviter pour la production. Et donc ce que je peux retenir, c'est que nous avons 3 objets qui ont été créés, enfin 3 objets, nous avons 10 instances de l'objet personne DTO, 10 instances de l'objet personne. Ça c'est normal, pourquoi? Parce qu'en base on a 10 lignes dans la table personne, donc on a 10 personnes et 10 personnes DTO, mais par contre nous avons un demi-object ici qui a été créé 1 million de fois. D'accord? Et où est-ce qu'il a été créé? Il a été créé dans getHeavyAllPerson, dans la méthode 1 du service 1, dans la méthode 2 du service 3. Et donc dans la méthode 2 du service 3, il est où le service 3? Il est là. Donc la méthode 2 du service 3, voilà, elle est ici. Donc effectivement, je viens créer mon objet ici et je vais le référencer. Donc je vais l'enregistrer dans un dummy cache. Et là encore, sans même lire le code, je peux avoir cette information. Et ce qu'on peut faire, on revient sur notre sampler, on appelle le dump, on fait un dump de la heap. Et ce qu'on peut faire, je récupère les objets. Là, je vois tout de suite que l'objet qui consomme le plus, c'est le dummy object. Je viens ici, je clique sur GCRoot. Alors, les GCRoot, c'est tout objet dans la heap qui est référencé directement ou indirectement par un GCRoot n'est pas éligible au garbage collector. Les GCRoot vont se retrouver soit en Metaspace, généralement, soit en Metaspace, soit dans la stack. Et donc là, je vois tout de suite que cet objet est référencé dans un tableau d'objets qui, lui, est référencé dans Element Data dans un objet ArrayList qui, lui, est stocké dans une variable qui s'appelle DomiCache, qui est statique et qui se trouve dans le service 3 de notre application. Et donc là, on aura répondu aux 3 questions. La première, où sont passées les 5 secondes? On a un thread sleep. Deuxième question, qui consomme la mémoire? Mon dummy object. Troisième question, où est référencé notre dummy object? Dans le service 3. Et on aurait pu découvrir tout ça sans même lire une seule ligne de code. D'accord? On n'aura peut-être pas le temps pour le reste. Là, ça c'est VisualGC, ça c'est un plugin de VisualVM qui va nous donner des informations en temps réel sur la heap. Donc là, sur le hidden, les 2 survivors et la hold, le Metaspace aussi. Juste dernier mot, avant de clôturer la session, il y a d'autres outils du JDK. Si vous voulez, je vous les présenterai, mais après le talk de mon collègue Julien. Sur les outils du JDK qui nous permettent justement de profiler nos applications. Et parmi ces outils, on vient retrouver le JCMD, le JStat, le JMap. Et le JMap est très orienté, est orienté sur la mémoire. Et Arctas. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps ce soir de vous le présenter, mais j'aurai le plaisir de vous le montrer si vous voulez autour d'un verre après. Là, par exemple, vous avez du serveur dans la machine, dans un environnement où une application à distance. Ouais. Comment c'est lancé? Alors, tu peux te connecter à distance sur une connexion GMX, d'accord? Il faut juste exposer l'endpoint GMX et puis les firewalls, etc. Et puis, bon courage pour ouvrir les flux entre le local et la prod. Ouais. Donc, tout ce qu'on peut faire en termes de prod, à part si on est un opérationnel, c'est de créer des dumps de threads, des dumps de heap et puis d'essayer de comprendre. Et si on arrive à reproduire en local ou dans un environnement de dev, ça c'est top. Là, on a plus la main, plus flexible là-dessus.
de besoin à changer. On a compris pourquoi. On a eu ces erreurs. Donc les autres outils. Donc Artas, comme j'ai dit, c'est un outil c'est une pépite sur laquelle je suis tombé récemment en préparant cette session. JCND, JMap, JStat, très complet. Et je vous invite vivement, si jamais vous ne les avez jamais utilisés, à y jeter un coup d'œil. Ça, par exemple, les JCND, JMap, JStat, on peut les utiliser en prod parce qu'il ne faut pas instrumenter nos applications. Tout ce qui est instrumentation à éviter en prod. Je vous remercie.